Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici dans cet amphithéâtre pour cette 5e table ronde de la journée sur le thème « Faut-il encore élargir le champ de la sécurité sociale ?» Et donc on va parler du vieillissement et du risque de dépendance. Je me présente, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef de Pour l'Écho et c'est moi qui vais animer cette table ronde. Pour l'Écho, c'est un nouveau magazine d'économie pour les jeunes, donc c'est pour vous. Alors quelques éléments de contexte pour aujourd'hui. Emmanuel Macron souhaite que la sécurité sociale couvre un 5e risque, celui de la dépendance, aux côtés de la maladie, de la retraite, de la famille et des accidents du travail, qui sont les branches traditionnelles de la protection sociale. Alors est-ce qu'il y aura une nouvelle réforme ? Est-ce qu'un dernier âge de la vie est en train de se créer sous nos yeux ? La collectivité nationale, de toute façon, va devoir prendre ce financement à charge d'une manière ou d'une autre. C'est un nouveau risque à construire. On sait que c'est une réforme difficile. Nicolas Sarkozy, pour ceux qui s'en souviennent, avait promis de le faire en 2011, mais il n'avait pas réussi à boucler, selon lui, le financement. En tout cas, pour terminer ce petit contexte, on prévoit une loi pour la fin 2019, donc à suivre. Je vous présente nos intervenants aujourd'hui, en commençant par ma gauche, là-bas, André Masson. Merci André d'être là. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Florence Juzeau, professeure à l'Université Paris-Dauphine, chercheur associé à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé et country team leader du projet Cher France. Agnès Gramin, à ma droite, professeure en sciences économiques à l'Université de Lorraine et directrice adjointe de l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Et puis, tout au bout, Jérôme Wittwer, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux, responsable de l'équipe économie et management des organisations de santé de l'INSERM et président du collège des économistes de la santé. Florence, je vais me tourner vers vous parce qu'on va commencer avec vous. C'est un sujet extrêmement important. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il était prévu que je dise quelques mots sur les printemps de l'économie et sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc je me lance. Donc depuis 2013, les printemps de l'économie proposent chaque année des cycles de conférences en présence des meilleurs spécialistes pour permettre à chacun de s'emparer de l'économie. Cette année, le printemps commence plus tôt que d'habitude et il commence à l'Université Paris-Dauphine. Alors en attendant le printemps, le vrai, qui débutera le 18 mars prochain, nous allons maintenant parler de la sécurité sociale et de son avenir. Mais avant de parler d'avenir, je reviendrai rapidement sur son histoire. Celle-ci commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, issue du programme du Conseil national de la résistance, elle est instaurée en 1945 pour, je cite, « assurer à tous les citoyens des moyens d'existence ». Elle protège contre la plupart des risques dits sociaux, accidents du travail, maladies, interruptions de travail liées à la maternité ou, depuis 2002, à la paternité. La Sécu, comme on l'appelle souvent, a donc évolué et s'est approfondie avec le temps. Et malgré le trou financier qu'elle occasionne certaines années, elle a su traverser les âges, les alternances politiques, les changements de constitution et autres bouleversements jusqu'à aujourd'hui. Mais dans une société où l'on vit de plus en plus longtemps, où les seniors sont de plus en plus nombreux, un nouveau risque social apparaît, ou du moins se généralise, celui de la dépendance liée à la vieillesse. La question nous concerne tous à plus ou moins longue échéance. Une fois à la retraite, comment ferons-nous pour faire face aux coûts financiers grandissants liés au suivi médical, au traitement médicamenteux ou à l'accompagnement dans les établissements d'hébergement dits EHPAD ? Tout cela doit-il relever de la responsabilité de chacun ou de l'effort de solidarité nationale ? La vieillesse est-elle un risque individuel ou un risque social ? Pour résumer la question, ma génération et la vôtre vivra en moyenne 20 ans de plus que celle de nos grands-parents. Alors si nous avons la chance de vivre jusqu'à 100 ans, est-ce que c'est la sécurité sociale qui devra en payer le prix ? Pour répondre à cette question et sans doute à bien d'autres, je vous laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc c'est un sujet très complexe, très important, qui concerne chacun d'entre nous, qui concerne le pays, qui concerne tout simplement la stabilité sociale dans son ensemble. Donc je vais demander à Florence Juzeau de nous présenter un peu les grandes lignes du problème, notamment des grandes lignes démographiques, bien sûr. Florence.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette belle introduction qui jette déjà quelques éléments du débat. Alors là, je ne sais pas faire. Je vais peut-être, si tu peux, Agnès, m'aider. Voilà, donc comme vous le savez, la France fait face aujourd'hui à un vieillissement de sa population en raison de deux phénomènes. D'une part, l'allongement de l'espérance de vie, même si depuis 2015, on observe une légère stagnation. On gagnait jusqu'à présent 3 mois par an, ou 2 mois les dernières années. Et puis là, on observe une légère stagnation. Et puis, on a un second phénomène qui est l'arrivée à l'âge de la retraite et donc aux âges plus avancés des générations nombreuses du baby-boom. Si tu peux passer là. Donc, vous avez sans doute déjà vu dans votre vie des pyramides des âges qui présentent la structure de la population. Alors, comme vous le savez, généralement, les pyramides des âges, selon les pays, ont des formes de feuilles de laurier, plus ou moins étroites. En tout cas, elles s'amenuisent au fur et à mesure que l'on monte en âge, avec une proportion en général plus petite de personnes âgées que de personnes jeunes. Or, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'on a une forme de structure qui devient de plus en plus carrée et donc avec une proportion identique aujourd'hui quasiment de personnes âgées de 70 80 ans que de personnes d'âge actif. Donc, évidemment, ce vieillissement nous pose plusieurs questions. Et aujourd'hui, il nous pose la question de l'augmentation du nombre de personnes en situation de dépendance, c'est-à-dire de personnes qui vont avoir des difficultés pour réaliser leurs tâches de leur vie quotidienne. Alors, évidemment, le vieillissement n'est pas automatiquement associé à cette augmentation, mais enfin, ce que l'on sait, c'est que les années de vie gagnées au cours des dernières années, tu peux passer le diapo suivant, n'ont pas été forcément que des années de vie en pleine santé. Si on regarde ce graphique, on voit que à 65 ans, une femme peut encore s'attendre à vivre près de 24 ans, un homme près de 20 ans, mais il y aura simplement, chez l'un comme chez l'autre, simplement 10 années en moyenne, qui sera sans aucun problème de santé. Donc les 14 années supplémentaires pour les femmes et les 10 de plus pour les hommes risquent d'être avec des difficultés dans les activités quotidiennes. Alors, effectivement, l'avancée en âge, d'une manière générale, depuis longtemps, s'accompagne de divers types de limitations. Alors, on parle de limitations fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les limitations fonctionnelles, c'est la difficulté qu'on peut avoir à réaliser certains gestes. Alors, par exemple, avoir des difficultés pour porter un sac de 10 kilos ou de 5 kilos quand on revient du marché, ou à marcher simplement, à monter son escalier, etc. Et on voit que la proportion est assez faible, moins de 10% de la population qui ont des difficultés à réaliser certains gestes quand on a 60 ans, et c'est presque 100% de la population chez les plus âgés. Alors, on parle, si tu veux passer la slide suivante, c'est un petit peu la même chose pour les limitations cognitives. Alors, les enquêtes que l'on réalise nous permettent de mesurer les difficultés que les personnes ont dans leur vie quotidienne avec leurs fonctions cognitives. Par exemple, faire des calculs, savoir se repérer, savoir quel jour on est, avoir des problèmes de mémoire. Bien évidemment, on connaît l'Alzheimer, mais il n'y a pas que cela. Et là aussi, alors c'est là encore plus éloigné dans les âges plus élevés que ça arrive, mais là encore, on a une augmentation de ces limitations. Et puis pour finir, on a ce que l'on mesure, ce sont des restrictions à faire certaines activités. Et ici, vous avez le pourcentage de la population avec l'âge qui ne peut plus arriver à faire ses soins personnels, c'est-à-dire se laver tous les jours, s'habiller. Et là, ça demande une aide vraiment au quotidien. Alors, face à ces questions, on sait qu'en 45, on n'a pas considéré que c'était un risque social. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie était plus courte, alors on vivait moins longtemps, donc on ne se posait pas la question. Et puis, c'était géré par les familles. Or, et aujourd'hui, on sait que Jérôme nous parlera de cela, Jérôme Wittwer, les familles jouent encore un rôle très important, que ce soit les conjoints ou que ce soit les enfants, et que cela s'accompagne ou non d'aides professionnelles. Alors, il me semble qu'être aidé par la famille, ça peut être un choix, et beaucoup de personnes âgées ont envie de rester chez elles, et en plus, c'est une solution qui plaît à tout le monde, parce qu'elle n'est pas très coûteuse. Sauf que c'est parfois difficile d'être aidé que par la famille, et c'est parfois un choix
choix contraint, parce qu'on n'a pas forcément toute l'aide professionnelle que l'on voudrait, et parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour payer les restes à charge dont Jérôme va nous parler. Ça n'est pas gratuit d'être aidé par des professionnels, il y a des choses à payer. Et puis pour ceux qui souhaiteraient être pris en établissement, en EHPAD, il y a des délais d'attente et des difficultés. Donc la question de la prise en charge familiale, est-ce qu'elle est choisie, est-ce que c'est contraint? Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'intéresser simplement à la famille, c'est une solution durable? Eh bien, les enfants habitent de plus en plus loin, enfin, certains pourront nous en parler. Les femmes travaillent aujourd'hui, donc votre fille n'est pas forcément autant disponible qu'avant. Et puis, certaines personnes âgées n'ont pas envie d'être aidées par leur famille. Certains n'ont tout simplement pas de famille ou pas de conjoint. Et donc, nous avons aussi toute la question des reconfigurations familiales qui nous pose la question de ces solidarités familiales et de leur pérennité pour s'occuper de la dépendance. Alors, la question que vont étudier les personnes autour de cette table, qui sont mes invités au départ, eh bien, c'est de se demander quelle est la place il faut laisser aux solidarités familiales pour prendre en charge ce risque de dépendance, ou est-ce qu'il faut envisager une autre solution? Est-ce qu'il faut que la sécurité sociale s'empare d'un risque nouveau? Et du coup, comment on va financer ces dépenses publiques supplémentaires? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à qui on va faire supporter ce risque? Et est-ce qu'il faut que ce soit une solution publique? Ou est-ce, comme on nous le propose, pour le risque de santé, est-ce qu'il faut mettre en place un système, faire appel à des assurances privées ou d'autres formes de solutions, comme on le fait pour compléter les dépenses de santé? 95% de la population a une assurance, une mutuelle, pour compléter la Sécu pour ses dépenses de santé. Ce n'est pas le cas pour la dépendance. Donc on peut se demander quelles sont les solutions à choisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Florence, pour ce tableau que vous avez brossé. C'était très, très important de le brosser pour savoir exactement de quoi on parle. Et manifestement, maintenant, c'est le sujet clé, c'est la prise en charge. Voilà, c'est 3 mots. Mais derrière ces 3 mots, il y a un immense chantier financier, fiscal, social et donc politique, évidemment. Alors, Jérôme Wittwer, on voudrait, avec vous, entrer un peu dans le détail de cette prise en charge. Quels sont les mécanismes, les enjeux? Et puis, c'est très fragmenté. On a bien vu sur les dessins qui viennent d'être projetés. Les besoins sont différents selon les âges, selon les personnes. Ce n'est pas un territoire uni. On vous écoute. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je ne vais pas vraiment répondre aux questions posées par Florence. Je laisserai Agnès et André essayer de le faire. Je vais effectivement essayer de brosser un rapide panorama de ce qu'est aujourd'hui la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Donc je vais faire un bref retour historique quand même. Jusque dans les années 90, il n'y avait pas véritablement de prise en charge organisée par la communauté nationale. La prise en charge, comme ça a été dit par Florence à l'instant, était essentiellement celle des familles, de l'entourage des personnes âgées dépendantes. Et puis avec la montée du risque, la montée du nombre de personnes à prendre en charge, et puis au constat des inégalités de prise en charge sur le territoire, s'est créé au début des années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000, un dispositif spécifique prenant en charge, avec vocation de prendre en charge la dépendance des personnes âgées dépendantes. Alors, juste une petite précision, c'est quoi? Ça veut dire quoi, prendre en charge une personne âgée dépendante? Eh bien, c'est essentiellement de l'aide humaine, c'est essentiellement de l'aide humaine, comme ça a été dit par Florence, qui vise à permettre aux personnes de réaliser leurs actes de la vie quotidienne, ça a été dit, se laver, se nourrir, se manger, s'habiller. Ça peut être également, mais c'est plus marginal, des aides techniques, qui vise à permettre à la personne dans son domicile de réaliser ses actes alors qu'elle a des limitations fonctionnelles. Et donc, cette prise en charge, elle était, comme je l'ai dit, jusqu'à la fin des années 90, le fait essentiellement ou uniquement des familles. Alors, je rajoute juste un point, ce que je dis n'est pas complètement vrai, puisqu'il y avait des personnes démunies, sans entourage, sans financement possible, et eux, ils bénéficiaient de ce qu'on appelle de l'aide sociale. Donc l'aide sociale, elle est gérée depuis des années par le département. Et le département vient au secours des personnes qui n'ont vraiment aucun moyen de se financer une prise en charge. Et cette aide sociale, elle a la particularité d'être subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique
que quand les ressources des personnes âgées et de leur famille, ce qu'on appelle les obligés alimentaires, ont été épuisées. Donc c'est une aide subsidiaire, c'est très important, qui ne vient vraiment qu'en dernier recours pour venir au secours des personnes qui n'ont aucun moyen pour faire face à leur dépendance. Donc le grand virage du début des années 2000, avec ce qu'on appelle l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, le grand virage, ça a été de proposer un dispositif de financement public qui ne soit pas soumis justement à la subsidiarité de l'aide sociale. Alors, ce dispositif, il a rencontré un très rapide succès, puisque aujourd'hui, on a 1 300 000 personnes en France qui bénéficient de l'APA. Alors, qu'est-ce que l'APA précisément? Donc, il y a 2 APA, une APA à domicile et une APA en établissement pour les personnes qui sont hébergées en établissement. Et l'APA à domicile, c'est une aide en nature. Ce n'est pas de l'argent qui est donné aux personnes dépendantes. C'est une aide en nature dans le sens qui vient aider les personnes à se financer une prise en charge, c'est-à-dire à financer des professionnels qui viennent au domicile des personnes pour aider ces personnes. Et comment le plan d'aide est fixé? Eh bien, le plan d'aide, il est fixé par le département, par des équipes médico-sociales qui viennent au domicile des personnes âgées, évaluer le niveau de dépendance et fixer un plan. Et donc, en fonction du niveau de dépendance, il y a des plafonds exprimés en euros qui bornent l'aide publique. Et ces plans d'aide, ils sont donc financés par le département, puisque c'est le département qui finance ces plans d'aide. Il est financé par le département, donc on pourrait dire que ça se rapproche de ce qu'on connaît tous, peut-être plus communément, qui est l'assurance maladie. L'assurance maladie, quand vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé par l'assurance maladie. Bon, vous avez un reste à charge qui est possiblement financé par une assurance complémentaire, mais le dispositif est complètement universel. Donc l'APA, c'est un dispositif... C'est sous condition de ressources, l'APA, qu'on comprenne bien? Je vais y venir. Ah oui. L'APA, c'est un dispositif universel. Donc c'est ça la grande rupture avec ce qui se passait avant, avec l'aide sociale avant. C'est la grande rupture. Tout le monde y a droit. Mais tout le monde y a droit, mais avec des particularités dans le sens où effectivement, ce n'est pas sous condition de ressources, mais le reste à charge, le ticket modérateur, comme on l'appelle en santé, le ticket modérateur est lui variable en fonction des ressources. Donc ce n'est pas sous condition de ressources, mais le reste à charge, ou dit autrement, la part financée par la solidarité nationale, par le département en l'occurrence, varie en fonction des ressources, et varie très fortement en fonction des ressources, puisque ça va de 0% de ticket modérateur, donc c'est un financement total du plan d'aide, jusqu'à des tickets modérateurs de 90%. Donc c'est un compromis qui a été trouvé à l'époque entre ceux qui souhaitaient un 5e risque, qui aurait été une vraie universalité, c'est-à-dire avec un accès aux droits uniforme, un accès au financement des plans d'aide uniforme sur toute la population, et ceux qui voulaient garder des conditions de ressources qui étaient favorables à une extension de l'aide sociale, mais pas un basculement vers une assurance sociale type 1945. Donc on est resté dans un entre-deux, et on est toujours aujourd'hui dans cet entre-deux. Donc il y a une grande variabilité des tickets modérateurs, donc de la part financée par le département d'une part, et par les ménages d'autre part. Donc on en est là aujourd'hui. Donc c'est quand même un dispositif qui a rencontré un grand succès immédiat, immédiatement. Ça a été immédiat, donc ça a été créé en 2001. Il y avait un précédent qui était plus proche de l'aide sociale qui avait échoué. Donc il a été lancé en 2001 et en 2 ans, il a atteint son rythme de croisière pour augmenter régulièrement avec le vieillissement de la population. Donc il existe aujourd'hui un dispositif public, pour ceux qui ne le savaient pas, de prise en charge de la perte d'autonomie, que ce soit à domicile ou en établissement, avec, vous l'avez compris, un niveau de générosité variable en fonction des ressources des ménages. Alors, cela dit, cette aide n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Parfois, les plans d'aide ne suffisent pas à couvrir les besoins, si les besoins sont très importants, mais surtout, ces aides, quand ces aides sont des plans d'aide à domicile, passent nécessairement, dès lors que la dépendance est sévère, passent nécessairement par de l'aide informelle, par de l'aide de l'entourage. On ne peut pas assurer une prise en charge d'une personne lourdement dépendante à domicile
uniquement avec de l'aide professionnelle. Ça serait sinon beaucoup trop coûteux, puisqu'il faudrait quasiment quelqu'un en permanence 24 heures sur 24, ce qui n'est évidemment pas soutenable financièrement. Donc le maintien à domicile passe, dès lors que la perte d'autonomie est sévère, passe nécessairement par la présence d'aidants informels, cohabitants ou non cohabitants. Et donc ça, c'est très important à avoir ça en tête. Alors c'est très difficile d'évaluer, il y a des enquêtes qui permettent d'évaluer l'implication des aidants. Alors on parle de 1 heure par jour quotidienne pour les dépendances légères, jusqu'à 7-8 heures par jour pour les dépendances lourdes. Et même dès lors que ces dépendances lourdes sont associées à une démence, c'est même du 24 heures sur 24, même si ce n'est pas de l'aide 24 heures sur 24, c'est une présence 24 heures sur 24. Donc, les aidants informels, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les conjoints quand les personnes âgées ont un conjoint, mais il faut savoir qu'au-delà de 80 ans, il y a la moitié des personnes âgées qui vivent seules. Donc les conjoints, c'est une possibilité, mais 1 fois sur 2. Et encore, il faut que le conjoint soit suffisamment en bonne santé pour s'occuper de la personne. Et il y a 50% qui n'ont pas de conjoint. Et quand il n'y a pas de conjoint, c'est la plupart du temps, les enfants, éventuellement les frères et sœurs. Donc ça, c'est très important. Alors si on évalue pour donner un chiffre, puisque je n'ai pas encore donné de chiffres, je peux donner des chiffres. Les comptes de la dépendance évaluent les dépenses, quel que soit le financeur, l'État, les départements ou les ménages, à 35 milliards. Donc 35 milliards, ça veut pas dire grand-chose. C'est en gros 1,5% de points du PIB. Et les consommations de soins, si on veut ramener à quelque chose de ressemblant, les consommations de soins, c'est 10%. Donc vous voyez quand même que ce n'est pas du même ordre de grandeur que ce que la collectivité nationale consacre aux soins, puisque c'est de l'ordre de 1 à 8. Donc 35 milliards, et les ménages ont un reste à charge sur ces 35 milliards, c'est-à-dire qu'ils payent sur ces 35 milliards de l'ordre de 10 milliards, et ces 10 milliards, c'est un petit peu du reste à charge APA et beaucoup de l'hébergement, puisque j'en ai pas encore parlé, mais c'est un point très important, c'est 4/5 des restes à charge des personnes âgées dépendantes s'explique par le paiement de l'hébergement en établissement, puisque là, il n'y a pas de dispositif universel, il n'y a que l'aide sociale qui s'applique pour l'hébergement, il n'y a pas de dispositif universel. Donc les 10 milliards qui restent à la charge des ménages, c'est de l'hébergement. Et donc pour revenir à mon propos et pour conclure sur l'importance de l'aide informelle, c'est que certains ont valorisé financièrement l'aide informelle, c'est-à-dire en prenant par exemple le coût d'une heure d'aide professionnelle, pour valoriser les heures d'aidants informels, d'aidants familiaux, et ils évaluent, alors c'est des ordres de grandeur, aussi de l'ordre de 8-10 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aux 10 milliards d'euros de reste à charge, on peut dire que l'entourage investit via l'aide informelle également de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'il y a une prise en charge très organisée aujourd'hui, qu'elle couvre imparfaitement les besoins et les coûts, qui restent des restes à charge importants, donc ce qui pose des questions de solidarité et de couverture du risque. Le risque aujourd'hui est imparfaitement couvert, même s'il est beaucoup mieux couvert qu'il y a 20 ans. Donc la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut transformer le système? Et comment le transformer? Merci. Merci Jérôme. Je me tourne maintenant vers Agnès Gramin. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, on attend peut-être une loi un projet de loi pour la fin de l'année 2019. Et donc en ce moment, ça doit bruisser dans le monde des spécialistes auxquels vous appartenez, de différentes pistes, différentes options de calcul. Donc on espère que vous allez trahir quelques secrets et nous dire quelles sont les pistes qui sont considérées pour assurer la dépendance. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, on réfléchit actuellement dans le milieu des spécialistes à des réformes, mais la dépendance et son financement, c'est quand même un sujet sur lequel on réfléchit. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait 25 ans que j'entends dire qu'il va y avoir... Attendez, je ne suis pas capable de faire deux choses à la fois, moi c'est comme Gérald Ford.
Ok. Merci. Ça fait 25 ans qu'on dit qu'il va y avoir une grande réforme. Il y a eu des ateliers mis en place par Roselyne Bachelot. Ensuite, François Fillon avait promis une réforme, mais évidemment, il y a eu la crise de 2008, donc on a eu d'autres problèmes à régler. Puis après, il y a eu les retraites. Puis finalement, on a fait une grande loi en 2015, mais qui n'a réglé que la moitié du problème. Donc il reste une moitié de problème à régler. Donc ça fait quand même 25 ans qu'on se pose la question, si je puis dire. Mais on fait toujours des progrès, donc c'est toujours une bonne chose de se poser des questions. Alors, avant d'essayer de répondre, je ne sais pas dans quel... Yes, it works. Je me suis permis, ce que je vais vous raconter maintenant, rapidement, si vous voulez y revenir plus doucement et avec plus de précision. Il y a 2 références bibliographiques là, donc un papier avec Jérôme, un petit peu ancien, qui se trouve dans une revue qui s'appelle Regard sur l'actualité, et puis une note du Conseil d'analyse économique qu'on avait que le Conseil avait publié en octobre 2016 et qui était vraiment sur cette question de financement, et donc je vais beaucoup m'appuyer en fait sur cette note. Voilà, c'est évidemment téléchargeable sur la page du CAE. Alors, je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord parmi les économistes, enfin, je pense ne trahir, enfin, au moins ceux qui sont autour de cette table ne diront pas le contraire, c'est qu'il y a besoin d'un financement public minimal du risque de dépendance. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Certes, la solidarité familiale existe, Jérôme Wittwer l'a bien souligné, mais si vous réfléchissez du point de vue de la société dans son ensemble, vous voyez bien que compter sur la solidarité familiale pour aider les personnes âgées quand elles sont confrontées à la dépendance, c'est simplement transférer le problème d'une génération à une autre. Ça n'est pas vraiment le régler, d'accord ? Donc, ça n'est pas assurantiel. Accessoirement, quand dans les pays où il y a moins de 2 enfants par femme, non seulement vous transférez le risque d'une génération sur la génération d'en dessous, mais en plus vous le concentrez puisque la génération d'en dessous est moins nombreuse. Deuxième raison qui fait qu'il y a besoin d'un financement public, c'est que les assureurs privés sont assez mal armés en fait pour assurer ce risque particulier qui est le risque de dépendance. En effet, c'est un risque long. C'est ce que les assureurs appellent un risque long à dommages irréversibles. Okay ? Quand vous avez un rhume, vous allez chez le médecin, vous prenez un petit anti-inflammatoire et hop, 4 jours après, vous êtes guéri. Les dépenses s'arrêtent, si je puis dire. D'accord ? Un risque de dépendance, quand vous devenez dépendant, en général, c'est rare de revenir en arrière, ce qui fait que les dépenses s'accumulent sur des périodes longues. Donc il faut des contrats très longs. Il faut commencer à payer vers 40 ans pour avoir une chance d'avoir un versement de prime, un versement de rente raisonnable. Et donc, il faut pouvoir garantir des contrats pendant 40 ans, ce qui est assez compliqué. En outre, on a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du coût de la prise en charge de la dépendance. Et donc, pour les assureurs, les calculs actuariels sont très difficiles à faire. Et puis, on peut toujours avoir des situations où les gens pensaient que tout irait bien, ils ne se sont pas assurés, et puis finalement, ils n'ont pas de chance. Et donc, alors là, si on n'a pas d'assurance publique, eh ben, ça veut dire qu'on les laisse se débrouiller tout seuls. Bon, c'est une position possible, mais qui n'est pas forcément politiquement très tenable. Alors, je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas répondre à la question, au fond, telle qu'elle a été posée jusqu'ici, qui est, faut-il une 5e branche à la sécurité sociale ou pas, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à la question faut-il un assureur public ou un assureur privé en termes de statut. Du point de vue des économistes, la question c'est pas tellement ça. La question c'est faut-il une assurance obligatoire et mutualisée. La sécurité sociale, elle nous offre ce type d'assurance, d'accord ? Nous sommes obligés, on n'a pas le choix de ne pas être à la Sécu, par exemple pour la branche maladie. Mais on ne finance pas la Sécu proportionnellement à notre risque de tomber malade. On finance la Sécu proportionnellement à d'autres de nos caractéristiques, nos revenus, notre richesse, etc. Il y a des pays en Europe où l'assurance maladie est en fait gérée par des assureurs privés, mais avec des contrats qui sont fixés par l'État
et des primes qui sont mutualisées et qui sont donc solidaires. Okay, donc la question, c'est pas tellement est-ce que c'est l'assureur du coin de la rue ou est-ce que c'est la CPAM, si je puis dire, qui va gérer votre problème, du point de vue de l'économiste en tout cas, hein, c'est plutôt comment calcule-t-on le financement, quelle est la logique de solidarité et l'assurance est-elle obligatoire ou pas. Donc quand je dis un assureur public, ce que je veux dire en fait, c'est obligatoire et solidaire. Alors par contre, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ce que Jérôme vient de nous décrire, c'est-à-dire le système actuel. Alors le système actuel, vous l'avez compris, je vais aller très vite là-dessus puisque Jérôme l'a bien expliqué. Quand vous devenez dépendant, vous avez en fait 3 types de dépenses. Des dépenses de soins, des dépenses de dépendance, c'est-à-dire les aides au quotidien pour vous aider à manger, vous déplacer, etc. Et puis vous avez des dépenses d'hébergement, en particulier si vous entrez dans une maison de retraite, hein, puisque la construction des locaux et tout ça en maison de retraite, c'est cher. Il se trouve que dans notre système français, on a 3 logiques de solidarité différentes pour chacune de ces dépenses. Les soins, c'est l'assurance maladie, tout le monde est couvert et reçoit une générosité identique, quel que soit son revenu. La dépendance, c'est ce truc hybride où tout le monde a droit, mais plus vous êtes riche, moins vous avez. Et puis l'hébergement, c'est de l'aide sociale, donc c'est sous condition de ressources. Et si vos enfants sont riches, c'est à eux de financer et ce n'est pas la collectivité. Du coup, la logique d'ensemble n'est évidemment pas très claire. Et selon que vous êtes dans un mode de prise en charge où il y a beaucoup de dépenses d'hébergement, par exemple, ou pas beaucoup de dépenses d'hébergement, ben la solidarité globale dont vous bénéficiez n'est pas du tout la même. Deuxième gros problème du dispositif actuel, comme Jérôme Widver l'a dit, on a un dispositif de financement dédié à chaque type de prise en charge. Il vous a bien dit tout à l'heure, on a une allocation personnalisée d'autonomie pour les EHPAD, pour les gens en institution, puis on a une allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes à domicile. Elle n'a pas les mêmes paramètres, d'accord ? Le résultat, c'est comment on fait quand l'état de santé d'une personne ou l'état de dépendance d'une personne évolue. Eh ben, on est super embêté parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer les financements si elles ne changent pas de prise en charge. Donc le résultat, c'est qu'en fait, il faut déplacer la personne pour arriver à modifier son financement. Et le deuxième gros inconvénient de ce système, c'est que si vous inventez un nouveau mode de prise en charge, actuellement on dit toujours nos modes de prise en charge sont très polarisés, domicile, institution, il faudrait inventer des systèmes intermédiaires. Ben ouais, mais si on invente des systèmes intermédiaires, il va falloir inventer le système de financement qui va avec le système intermédiaire. Donc, ça va être très lourd. Alors, dernier point, ce constat étant fait, avec mes collègues du CAE, Antoine Bozio et Cécile Martin, et André Masson ici présent, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait proposer comme réforme. Alors, la première, je ne vais pas trop vous en parler. On avait été très prudents sur la première. On s'était dit, le législateur veut 3 logiques de solidarité différentes. Allez, laissons-lui ces 3 logiques de solidarité, ne cassons pas tout. Donc, c'était une proposition un peu timide. Je vais plutôt vous parler de la deuxième, qui était un peu plus péchue. Donc, la deuxième option, c'était effectivement d'instaurer quelque chose comme une 5e branche de la sécurité sociale, sauf qu'on est très prudent, on n'avait évidemment pas dit 5e branche, hein. On avait dit une couverture assurantielle obligatoire et mutualisée. Tout de suite, ça fait beaucoup moins peur. Alors, quelle était l'idée qui était derrière ? Eh bien, l'idée, c'est qu'une couverture obligatoire, c'est embêtant s'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'assurer. Parce que vous imposez à des gens de s'assurer alors qu'ils n'ont pas envie. Mais globalement, on peut penser que pour des niveaux de dépendance élevés, c'est-à-dire pour des coûts élevés, les gens seront toujours partants pour être assurés. Donc, ça vaut la peine de mettre en place une assurance obligatoire, d'accord ? Du coup, ce qu'on avait proposé, c'était une combinaison. Alors, ceux qui sont habitués à ce sujet savent certainement ce que veut dire GIR 1 à 3. En fait, ce sont des échelles de dépendance, d'accord ? GIR 1, 2, 3, ce sont les gens qui ont les dépendances les plus lourdes. C'est à l'envers, hein ? Et GIR 4, ce sont des gens qui ont les dépendances les plus élevées. Tous ces gens-là ont droit à l'APA. Et vous pouvez être encore moins dépendant, GIR 5 et 6, et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit à l'APA, d'accord ? Donc, ce qu'on avait proposé, nous, du coup, c'était garder l'assurance socialisée obligatoire pour les gens les plus lourds et pour les dépendances plus légères,
eh bien, sous condition de ressources, fournir une aide publique, mais pour les gens qui en ont les moyens, les laisser décider s'ils voulaient prendre le risque ou s'ils préféraient s'assurer auprès d'un assureur privé. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup. André, on va vous poser à peu près la même question, en précisant qu'on est aujourd'hui en France dans un climat assez particulier. On est en train, peut-être, soyons optimistes, de sortir d'une crise qui est assez largement une révolte fiscale. Augmenter les dépenses publiques, c'est vraiment pas à la mode en Europe, dans les pays en tout cas qui ont une vocation budgétaire contrôlée. On ne peut pas non plus toucher trop au patrimoine, parce que le patrimoine, c'est la richesse des gens, surtout quand ils arrivent à des âges importants. Et donc, c'est un peu la quadrature du cercle. Comment sortir de tout ça? Et puis, on aimerait aussi vous entendre sur un autre point. Est-ce que, on a parlé beaucoup de la France aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui nous montrent la voie, qui ont des systèmes particulièrement innovants? Est-ce que, par exemple, au Japon, en Hollande, on a des systèmes qui pourraient nous inspirer? Voilà, on vous écoute. Merci Stéphane. Voilà, donc effectivement, il n'a pas osé le dire, mais c'est dans la salle, vous êtes jeunes pour la plupart, et vous dites combien ça va vous coûter. Étant donné que pour vous, la dépendance, enfin directement, indirectement non, mais directement, c'est comme un sujet éloigné. Donc je vais donc voir les aspects financiers. Donc je résume très brièvement. Du point de vue recul, allongement de l'espérance de vie, depuis la fin des années 70, c'est le recul de la mortalité à âge élevé. Et comme vous l'a dit Florence, c'est ce qui fait qu'il y a une occurrence donc plus élevée de la perte d'autonomie, qui apparemment d'ailleurs ne bouge pas trop selon l'âge, mais qui bouge globalement. Alors pour moi, je vais essayer d'aborder d'un point de vue sans cœur, si vous voulez, comme un risque financier. Financier, c'est quoi ? Les coûts sont élevés, incertains, comme l'a dit Agnès, en particulier parce qu'ils suivent les salaires. C'est quand même un service qui consomme beaucoup de salaires. Qui c'est qui va payer ? C'est les retraités âgés. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des pensions, mais des pensions dont les taux de remplacement vont se dégrader, surtout pour les retraités futurs, net après impôts et net d'inflation. Ce qui pourrait diminuer le coût, toujours de manière cynique, c'est l'aide familiale. Autant moins à payer, puisque la famille paye, hein, elle fait le boulot. Oui, mais c'est plus difficile en raison, donc, de ce qu'a dit Florence, mais essentiellement de l'éloignement géographique, c'est plus difficile. Donc, si vous voulez, c'est des risques. Le reste à charge, comme on vous a dit, le mot horrible, en pourcentage des pensions, tout ça, etc., va augmenter. Et ce que les gens peuvent tirer sur leur patrimoine, c'est compliqué, je passe. Par contre, c'est un risque, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, qui se prête très bien à la mutualisation. À 65 ans, le risque de dépendance lourde, là on est vraiment invalidé, doit être de 15 à 20%, je suppose. Bon, par contre, il a des conséquences dramatiques sur le plan humain et tout ça, et surtout incertaines financières. Je suis toujours sur le financier. Hein. Bon. Et c'est donc parfait pour mutualiser un risque. Il n'y a pas meilleur risque à mutualiser. Il n'y a pas ce qu'on appelle non plus d'aléa moral, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se servir de l'assurance pour changer de comportement, sauf peut-être les familles, mais ce serait vraiment tarabiscoté d'invoquer ça. Bon. Maintenant, passons au marché. Que fait le marché ? L'assurance facultative qui existe maintenant, il faut être rapide, hein, elle ne marche pas. En France, qui est un des pays où il y a le plus d'assurances facultatives privées, c'est moins de 1 milliard d'actifs. C'est des refus d'assurer de 15 à 25%. C'est une couverture nominale, on vous verse une rente pas très élevée, mais qui n'est pas du tout indexée sur le prix des services, etc. Donc, ça ne marche pas. Alors, on pourrait voir une assurance privée obligatoire. On a la chance que ça existe dans certains pays, par exemple le programme Eldershield à Singapour, où on fait cotiser quasiment obligatoirement les gens dès 40 ans pour leur assurance dépendance. Et puis après, il y a une compétition entre assureurs privés pour offrir les meilleures garanties. Bon. Ça a été proposé en France dès 2011. J'étais au groupe où on assiste à la présentation, par AXA en particulier, dont le but d'ailleurs était vraiment, on fait un système comme ça, privé, obligatoire, et on s'affranchit des solidarités entre générations. C'est ça le point clé, dans la première page de la note. Bon, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Le MEDEF n'en veut pas. La Fédération française des assurances n'en veut pas. Donc, si vous voulez, ça n'ira pas.
Donc on est obligé de passer soit au statu quo, on ne change rien, soit à une assurance publique obligatoire et inclusive, mais on fait ce qu'on veut. Alors, évidemment, si vous le statu quo, c'est mauvais en termes d'équité, puisque les pauvres seront moins bien couverts et ils tombent plus souvent en dépendance. Donc ça, c'est pas très bon. Deuxièmement, vous avez une perte d'efficacité aussi. Pourquoi? C'est les seniors qui sont crispés sur leur patrimoine. Une des raisons c'est que ils font des motifs de précaution, ils gardent le logement dans la caisse de précaution. Si jamais je tombe en dépendance, il faut que je ne sois pas à la charge de mes enfants. Et donc, ils accumulent dans des actifs peu risqués qui ne servent à rien, mais bon, on ne sait jamais. Donc, bon, je suis un peu rapide. Bon. Que faire par rapport à cette situation-là? Mais c'est ce qu'on appelle la crispation patrimoniale des seniors. Je reviendrai un peu dessus. Qui est un comportement rationnel vu le fait que c'est mal couvert comme le risque de dépendance. Donc on veut couvrir. Alors, les modalités de ce que serait une assurance dépendance donc publique, mettons un 5e risque d'une manière ou d'une autre. Je n'en parle pas, je suis dans la finance. Donc je suppose que ça c'est résolu. Comment je finance? Et automatiquement le cœur des vierges arrive. Encore un prélèvement obligatoire? Les jeunes vont encore payer ça? Qui va encore peser sur le coût du travail? Alors que notre modèle social est déjà trop assis sur les revenus du travail. Et ils se moquent de nous. D'accord. Bon, que répondre à ça? Parce que c'est bien le problème. Où trouver l'argent? Il y a des tas de gens à gauche, je fais partie, qui vous diront on peut si on veut. Oui, d'accord, mais enfin quand même, il faut chercher. Alors, la réponse à ça, 2 réponses. La première, la France est riche. Ça, c'est Piketty. Son patrimoine, le patrimoine rapporté au PIB moyen, enfin global, c'est 6 fois le PIB. Donc, depuis les années 80, la France est de plus en plus patrimoniale. Et ce n'est pas uniquement les plus-values immobilières. Donc, la France est riche. Elle est riche par rapport à sa richesse nationale, qui est le PIB. Il y a de l'argent, c'est du patrimoine, il y en a. Les seniors français font 60% du patrimoine non financier, logement, tout ça, et aussi 60% du patrimoine financier. Ils sont riches. Ils ont une masse de patrimoine très inégalement répartie entre seniors et peu risquée, qui ne peut pas servir pour... Donc, on aurait idée de vouloir prélever dessus pour différentes raisons. Alors, comment on fait? Le 3e âge finance le 4e âge. C'est-à-dire que actif, je prépare ma retraite, retraité, je prépare ma dépendance éventuelle. Ça, c'est un assureur qui disait ça, Renaudin, d'AGLZ à la mondiale. Donc, on a maintenant, à cause de l'allongement de l'espérance de vie, 2 périodes de retraite. Et donc, dans la première période de retraite, on peut cotiser pour la seconde. Donc les cotisations sont en répartition, et puis elles sont assises donc, sur le revenu, mettons à partir de 62 ans, l'âge légal de retraite, et puis elles sont, mettons, moitié-moitié, moitié sur le revenu et moitié sur le stock de patrimoine. L'idée étant justement que le stock de patrimoine sert de cette manière au financement du modèle social. La difficulté, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? J'en mentionne une, pour ne pas quand même tuer ces pauvres retraités, dont je fais partie en tant que mérite, je vous signale. Mais je suis assez démago, là. Je vais tout faire pour que vous ne payiez pas la dépendance. Comme vous êtes jeune, et que ce soit moi qui la paye. Bon. Les pensions, il faut peut-être les réindexer sur les prix et davantage, ce qui n'est plus le cas. Il faut certainement supprimer le fait que leur CSG a augmenté, puisque maintenant, on va leur demander de contribuer donc au financement de la dépendance, exactement sur le même type que actif, je prépare ma retraite, etc. Bon, les avantages d'un tel système, j'ai encore combien de temps? 1 minute? Oui. Oui, bon. Alors, c'est que vous avez... le principe est légitime, c'est-à-dire que la richesse des seniors participe au modèle social, ça c'est bien. Ce qui laisse de l'argent pour financer autrement l'éducation et la formation, sans aucun coût supplémentaire sur le coût du travail. Ça donne un statut aux personnes âgées, parce que du coup, elles contribuent au modèle social, elles ont des droits, ça c'est très important, mais aussi des devoirs. Et donc, vous avez, au sein des seniors, vous avez une redistribution. Entre générations aussi, vous avez une redistribution pour des choses complexes. Si la cotisation est assise sur le patrimoine, un certain nombre de seniors aisés vont transmettre plus rapidement à leurs enfants pour éviter la cotisation. Ça, c'est très bien. Entre parenthèses, les études montrent que c'est tout à fait vrai, c'est significatif. Et donc, si vous voulez, vous diminuez la crispation patrimoniale des seniors parce qu'ils sont mieux assurés. Il faut regarder de plus près, mais je passe. Et j'en conclus en termes d'équité générationnelle. Vous voyez le problème dans lequel on est maintenant. Des gens comme moi, dans 20 ans, je risque d'être dépendant. Pour le moment, je ne cotise pas tellement pour ma dépendance. Donc, si jamais je tombe dépendant, à Dieu ne plaise, je vais bénéficier de ce qu'on appelle le free lunch, un déjeuner gratuit. Je n'aurais pas cotisé, je toucherai.
Donc le mieux, c'est de faire cotiser les retraités pour leur dépendance. Ça évite aux jeunes de payer à la fois pour la retraite et la dépendance des personnes âgées. Et puis, ça évite de recourir à des réformes d'expédients. Vous savez, la journée travaillée gratuitement pour la dépendance, 1 cette année, 2 demain, 3 après-demain, tout ça, etc. Et pour conclure, une dernière phrase, c'est un système donc où on joue sur la solidarité entre générations, non seulement pour la retraite et pour la dépendance. Et donc, comme disait Stéphane, c'est un mode de financement qui sert à renforcer la cohésion sociale. Merci beaucoup, André. Je ne sais pas le temps qu'il nous reste. Est-ce qu'il y a un organisateur qui peut prendre cette décision? Ce serait bien d'avoir des questions de la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler? Donc, nous, on ne peut pas vous les donner, les micros, parce qu'ils sont avec fil. Ah, voilà, parfait. Levez bien haut la main. Merci. Il y a une question tout là-haut. On vient vers vous juste après. Monsieur? Oui, Bertrand Séné. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Mais c'est une spécificité des économistes parce qu'on parle tout le temps d'argent et donc, du coup, on n'est pas très logique. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, de quoi on a besoin? En l'occurrence, on a besoin d'aidants, de gens qui vont aider des personnes et en grande partie qui vont être rémunérés. OK? Est-ce qu'on a de la main-d'œuvre disponible? Oui, il y a plein de chômeurs. Bon, très bien. On peut les former à ça. C'est très optimiste. Bah, attendez, si vous voulez financer le truc, c'est bien pour payer des gens. Donc je suis complètement logique. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on essaye de chercher l'argent quelque part et c'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, une fois, ça va être un problème pour le travail, pour le coût du travail, une autre fois... Mais pourquoi on ne créerait pas l'argent pour financer ça? On en a besoin, on a des gens qui sont prêts à travailler, on a un vrai besoin. Je ne vois pas où le problème. Enfin, l'argent, c'est pas... Demandez aux chômeurs d'être les aidants, en fait. C'est ça votre idée? Bah, non, mais c'est juste évident. On a besoin de gens qui aident. Enfin, c'est pas... D'accord. Agnès? Un point important que nous avons négligé probablement par manque de coordination entre nous, qui est de fait la question du marché du travail, de l'aide à domicile. Donc, contrairement à ce que vous avez en tête, c'est un marché qui est extrêmement tendu. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de trouver des gens. Et une des questions qui se posent d'ailleurs, c'est si on solvabilise mieux, si on assure mieux, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a de fortes chances qu'on n'ait pas la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à cet afflux de financement. Et ce qui risque de se passer, ce qui ne serait peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, c'est que les salaires sur ce marché augmentent. Parce que vu ce que sont les conditions actuelles de travail dans le secteur de l'aide à domicile, il y a beaucoup de gens, et c'est pas ce que je dis là n'est pas quelque chose d'agressif, il y a beaucoup de gens qui très rationnellement préfèrent être au chômage que travailler 14 heures réparties 1 heure ici, 1 heure là, sans temps de transport rémunéré, tout seul, sans arrêt, sans protection syndicale, avec des temps de travail qui varient d'une semaine à l'autre, pas de CDI, etc., etc. Quand par hasard... Alors, c'est un secteur où l'État a fait un énorme effort de formation. Ça fait 20 ans qu'on met en place des formations, des certifications pour professionnaliser l'aide. Mais évidemment, s'il n'y a pas le financement en face et donc on ne peut pas monter les salaires, ça ne sert pas à grand-chose. Ça revient à professionnaliser des gens dont vous ne reconnaissez pas la professionnalisation, donc c'est un vrai problème. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que dès qu'on arrive à professionnaliser les gens, ils partent dans un autre secteur. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils partent dans le secteur de l'aide à l'enfance, ils partent dans d'autres secteurs où les compétences professionnelles sont reconnues. Donc en fait, je ne réponds pas complètement à votre question, mais dans ce que vous avez dit, ça m'a forcément fait tilt. D'accord, il y a quand même une idée qui est trouvons des aidants, rémunérons-les, ça fera du financement et on pourra l'utiliser. En fait, trouver des aidants professionnels, de nos jours, c'est un vrai souci.
Merci Agnès. Et- Florence, sur cette question des aidants. Oui, et je voulais rajouter que c'est également un problème dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, où il y a un turnover extrêmement important du personnel, qui sont le signe d'une assez forte pénibilité au travail. Il y a beaucoup de travaux et beaucoup d'EHPAD qui essayent de mettre en place des procédures de gestion des ressources humaines et de réorganisation pour réduire les risques psychosociaux. C'est un travail qui est dur. On est face à des personnes, la durée de vie en EHPAD moyenne est faible. On accompagne les gens parfois en fin de vie. C'est très dur physiquement, je veux dire. Et psychologiquement. Et psychologiquement, mais même aider quelqu'un à se laver dans sa vie. Voilà, une personne âgée, c'est lourd, c'est quelque chose de dur. Et donc, on a aussi ces difficultés. Et enfin, peut-être que ça n'a pas été précisé, l'APA aussi permet également de rémunérer les aidants familiaux. C'est assez peu utilisé, mais ça, c'est bien le signe qu'on a du mal à trouver des aidants professionnels, puisque certains conjoints ou enfants peuvent se faire reconnaître et être rémunérés, pas forcément au prix de marché, mais ils peuvent avoir une compensation. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un problème, et on voit qu'on a aussi ce problème de solvabilisation de cette aide si on la finance. Une autre question. Oui, Tout là-haut, il y avait une question. On vous écoute. Oui, en fait, vous avez abordé la question des pistes de financement de la dépendance. Alors, je voudrais attirer votre attention sur des aspects qui n'ont pas été abordés. Moi, je travaille sur les créneaux de la fiscalité et de fiscalité et société. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a des dispositifs fiscaux qui existent en matière de déduction fiscale qui permettent, dans le cadre de ce que j'appellerais moi les obligations alimentaires, comme le prévoit le Code civil, de la prise en charge financière des ascendants et des descendants, avec bien évidemment une déduction fiscale à la sortie. Donc moi je pense que sur ce point-là, il faudrait essayer de retravailler cet aspect-là au niveau du Code général des impôts, qui permettrait de trouver un début de réponse à des modes de financement. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, il existe des caisses de retraite complémentaires facultatives qui, le jour de la liquidation de retraite, demandent aux futurs retraités d'aliéner une partie de leur capital de sortie pour financer la dépendance. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme témoignage. Merci. Un commentaire ici, André? Oui, mais ça, c'est des solutions partielles, etc. Ça avait été fait pour l'assurance vie, où on pouvait avoir une garantie seconde, financement de sa dépendance, tout ça, etc. Là, ça ne marche pas. Là, c'est quand même un problème global, où il faut un financement global, assuré, dédié pour la dépendance. Et donc, ce n'est pas l'obligation alimentaire avec des exonérations fiscales qui vont vous aider à résoudre ce problème individuellement. Il faut un financement collectif de la dépendance. Et l'idée, si vous voulez, pourquoi ça n'a pas lieu? Parce que ça coûte quand même cher. Et ça fait quand même 10 ans maintenant que le risque est là et qu'il ne se passe rien, quoi, depuis 2005 en gros. Mais oui, facilement. Et donc, donc là, il faut quand même trouver l'argent et il faut avoir un récit qui fasse que ce financement soit cohérent, fiable et tout. Et le récit que je fais moi, c'est que c'est un récit même d'efficacité, c'est-à-dire que si on fait cotiser correctement les seniors pour leur dépendance, ce sera de manière claire et tout, ça fait que les motifs de précaution, de crispation patrimoniale et autres diminueront. Or, actuellement, c'est pas de leur faute, mais ils sont assis sur un tas d'or, 60% du patrimoine financier, 60% du patrimoine non financier, ils prennent pas de risques et ils investissent pas dans les produits longs et risqués. Et ça, ils pourraient peut-être mieux le faire si c'était mieux couvert. Donc, il faut aussi jouer sur les questions d'efficacité, pas avoir peur de l'impôt si on a un récit qui convient. Merci André. Encore une question? Non, c'était juste un point de précision sur les exonérations fiscales. Quand j'ai annoncé tout à l'heure le chiffre de 35 milliards, dans ces 35 milliards, il y a le coût pour l'État des exonérations. Donc c'est bien inclus dans ces 35 milliards, ils ne sont pas oubliés. Le problème que posent les exonérations, c'est que ça ne bénéficie qu'à ceux qui paient l'impôt. Donc c'est un processus assez peu égalitaire. Un crédit d'impôt, d'accord, mais bon.
Oui, un crédit d'impôt, c'est mieux, mais là, on a envie de dire pourquoi pas. Oui, mais c'est une modalité de collecte, mais pourquoi pas une collecte qui passe par ailleurs. C'est simplement une modalité de financement. Oui, non, pour le domicile seulement, c'est pas pour les établissements. Le vrai problème est en établissement. Et là, c'est pas réglé. Et c'est là qu'une dizaine de milliards serait utile. Juste, si je peux ajouter un point, un des enjeux pour et régler le problème de crispation, qui est quand même un problème macroéconomique important, c'est de rendre le truc lisible. Plus vous faites un système de collecte avec des exonérations, on ne sait plus si c'est une réduction, un crédit d'impôt, vous y avez droit que si la maison de retraite elle est conventionnée, machin, etc. D'abord, en termes d'inégalité d'accès aux droits, c'est juste un miracle, puisque à ce moment-là, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ça fait un coût de collecte qui est terrible, il faut du contrôle, etc. Donc, effectivement, l'idée du crédit d'impôt permet que tout le monde en profite, mais au fond, on pourrait imaginer un financement public qui reviendrait au même, avec simplement une organisation qui ne soit pas le crédit d'impôt, quoi, et qui soit plus simple. C'est un peu ça qu'on a en tête. Merci Agnès. Le mot de la fin sera pour Florence. Oui, un dernier point qui n'a pas encore été évoqué, c'est le potentiel du non-recours. Hein. La lisibilité des droits, c'est aider aussi les gens à ne pas avoir de fantasmes sur ce que c'est, est-ce qu'ils y ont droit, est-ce qu'ils n'y ont pas droit, ils ne savent pas où ils vont. Il y a des personnes aussi qui ne recourent pas à l'APA, qui ne la demandent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas droit, ils pensent que leur niveau de dépendance n'est pas le bon. On a encore des fantasmes sur le fait que ça sera récupérable ou non sur succession, hein, la crispation patrimoniale. Il y a eu dans le temps des aides, donc qui est la PSD notamment, qui était récupérable pour succession, et les seniors, les personnes âgées ont envie de transmettre à leur famille, et donc là encore, c'est encore beaucoup de mauvaises connaissance de nos concitoyens sur les droits qui existent. Et c'est vrai que ce millefeuille n'aide pas à la lecture. Et puis, donc, on aurait besoin de toute cette épargne pour investir dans des projets plus intéressants et être plus innovants par ailleurs. Voilà. Que les seniors ne meurent pas les plus riches du cimetière, c'est tout. Merci à tous.